vous serez dans le vlog. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Astronogeek et je suis un trouveur de véritude. Je fais des enquêtes sur Internet et je cherche la vérité, enfin ma vérité. J'ai des convictions profondes, je suis sûr que j'ai raison, et donc j'enquête sur Internet et je cherche la vérité. Et la vérité dont je veux vous parler aujourd'hui, puisque c'est le cinquantenaire de l'alunissage, enfin de l'alunissage, du soi-disant alunissage, puisque c'est le soi-disant 50e anniversaire du soi-disant alunissage, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas marché sur la Lune. Et je vous assure qu'on n'est pas allé sur la Lune, j'ai des preuves absolument accablantes pour vous. Exactement. Déjà, si la Terre est plate, on peut pas enfin, bon. Donc, déjà, je vais vous parler des différents arguments qui, pour moi, prouvent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Et je vais commencer par ma casquette de photographe, parce que bien entendu, étant chercheur de véritude, je suis aussi photographe professionnel, et donc aucun détail ne m'échappe sur aucune photo. Et les premières que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Bon, normalement, vous les avez déjà vues, hein, c'est Armstrong à la surface de la Lune. Et le premier truc qui me choque dans ces photos, c'est... Elles sont quand même belles, hein. Un peu trop belles, non? Non, parce que ils avaient juste un énorme appareil photo sur le poitrail, qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils pouvaient juste appuyer sur un bouton pour prendre la photo. Et bizarrement, toutes les photos sont superbes, bien cadrées, bien éclairées. Enfin, il n'y a pas de problème, toutes les photos sont belles. C'est un peu bizarre quand même. Surtout à l'époque, c'était pas du numérique, hein, c'était encore de l'argentique. Tous ceux qui ont fait de l'argentique savent qu'on rate des photos. Apollo, eux, ils ratent pas de photos. Ensuite, en tant que spécialiste autoproclamé de l'image, il y a autre chose qui me choque. Sur la Lune, on nous dit que la gravité est 6 fois plus faible. Et donc que les gens se déplacent comme au ralenti, comme par hasard. Si je prends une vidéo d'Apollo et que je l'accélère 2 fois et demi, eh ben regardez, je ne sais pas si ça veut bien se lancer. Si ça veut bien se lancer, je disais. Peut-être. Voilà. Regardez, cette vidéo est accélérée 2 fois et demi et on dirait qu'en fait, eh ben, il marche normalement. Et ça, ce que ça veut dire, mesdames et messieurs, c'est que ça a été tourné en studio et que la vidéo a simplement été ralentie pour nous faire croire que ça a été fait en pesanteur lunaire. Si ça, c'est pas une preuve, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais si ça ne suffit pas à vous convaincre, j'en ai d'autres des preuves. Regardez ça. Les appareils photo de la NASA portaient des soi-disant réticules qui servaient de repères sur les photos. Mais si sur ces caméras il y avait des réticules, vous pouvez m'expliquer pourquoi les réticules sont cachés derrière des objets qui se trouvaient sur la Lune? Vous pouvez me l'expliquer, ça? Non, parce que moi je peux pas. Si ça c'est pas un argument, je sais pas ce qu'il vous faut. Enfin, des arguments j'en ai encore, hein, on n'a pas fait le tour. Cette photo, vous la connaissez aussi normalement. Et cette photo, moi en tant que photographe à qui rien n'échappe, elle me pose un gros problème. Vous savez pourquoi? Parce que sur la Lune, la seule source de lumière, c'est le Soleil. Pourtant, cet astronaute qui est dans l'ombre du LEM, on voit clairement qu'il y a une lumière qui arrive par là. Or, le Soleil est plutôt par là-bas. C'est pas normal. Ça se voit que ça a été fait en studio. Ça se voit qu'il y a une autre lumière sur la Lune. Ne serait-ce pas un projecteur dans un studio de la NASA? Mais attendez, c'est pas fini. Regardez ça. On sait très bien que le Soleil étant loin, toutes les ombres sont parallèles. Il est beaucoup trop loin pour faire des ombres convergentes. Mais là, on voit très bien qu'il y avait un spot juste à l'extérieur de l'image, vers lequel les ombres convergent. Regardez les ombres du rocher en bas. Regardez l'ombre du LEM. Vous trouvez ça normal, vous? Moi, je trouve pas ça normal. Il y a quelque chose qui cloche. Ça, encore, c'est une preuve qu'on n'est pas allé sur la Lune. Autre chose, on est dans l'espace. Elles sont où les étoiles? C'est quoi ces branleurs de la NASA qui n'ont même pas été foutus de photoshopper des étoiles dans leur soi-disant photo de leur soi-disant mission lunaire? Vous trouvez pas ça un petit peu, disons, étrange? Dans tous les films qu'on voit, tous les films sur l'espace, on voit les étoiles. Pourquoi là on les voit pas? Moi je pose la question. Ça aussi, vous trouvez pas ça troublant? On a 2 images, le même décor, mais sur l'une il y a le LEM et sur l'autre pas.
On voit bien que ce sont des décors trafiqués. Comment ils ont pu faire une photo sur la surface de la Lune si le LEM n'est même pas encore là? À part si c'est un décor. Franchement. Bon, il faut que je regarde quand même mes fiches, hein, sinon je vais me paumer. Ensuite, encore un truc confondant, mais on voit tout de suite que c'est des conneries qui ne sont pas allés sur la Lune. Regardez cette photo d'Armstrong qui est très connue. Regardez la visière du casque. Il y a Armstrong, il y a Aldrin dans le cadre, et l'ombre. C'est qui ça? Celui qui est en train de le prendre en photo? Ils étaient censés être que 2 sur la Lune. Pourquoi là ils sont 3? Expliquez-moi ça. Expliquez-le-moi. Parce que ça, c'est une preuve qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Ça aussi, c'en est une. Maintenant, je vais laisser tomber un petit peu ma casquette de photographe. Elle est belle, hein. Maintenant, je vais passer à la casquette de physicien, parce qu'évidemment, en chercheur de véritude, je suis aussi un expert en physique. Et là, il y a un truc qui me fait tiquer. Pourquoi sur la Lune, les traces de pas sont aussi nettes? Vous avez déjà marché dans le sable, vous? Ça fait pas des traces comme ça. Ça fait des traces comme ça, si, mais quand le sable est humide et qu'il colle un petit peu. Cette trace, elle est trop nette pour avoir été faite dans un milieu où il n'y a pas d'eau. Ça vous paraît pas évident? Et puis, on nous dit que sur la Lune, il y a plein de poussière. Ça, c'est le pied du LEM, photographié par Armstrong. Elle est où la poussière? Normalement, quand le LEM se pose avec son moteur, il soulève des nuages de poussière. Une fois qu'il coupe le moteur, la poussière retombe. Elle retombe où? Sur le LEM, entre autres. Elle est où? Ça vous choque pas, vous? Ça vous choque pas? Non, pas plus. Faut que je vous convainque encore un peu plus. Ok, bon, on continue. Le moteur du LEM, c'est un moteur fusée. C'est un moteur plutôt puissant quand même, c'est un moteur fusée. Ça, c'est une photo en dessous du module lunaire. Pourquoi il n'y a pas de cratère? La NASA s'est même pas fait chier à faire un faux cratère sous le module lunaire. Et ils ont quand même trouvé le moyen de faire une photo. Ça choque personne non plus. Non? Oh, toujours pas. Bon, alors il faut encore qu'on monte d'un cran. Alors toujours en tant que physicien, je sais très bien, vu que rien ne m'échappe, que sur la Lune, il n'y a pas d'air. En tout cas, c'est ce qu'on nous prétend depuis notre plus tendre enfance. Il n'y a pas d'air sur la Lune. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi le drapeau, il flotte? Si, il flotte. Si, il flotte. Regarde, sans air, il devrait pendre lamentablement. Pourquoi il flotte? Mais non, il n'y a pas de barre. Il n'y a pas de barre. Spoiler alert, n'écoutez pas. Bon, je vais m'en mettre de nouveau dans mes fiches. Bon, maintenant, je vais enlever ma casquette de physicien et maintenant je vais mettre ma casquette d'ingénieur. Parce que bien entendu, quand on est chercheur de véritude, on est aussi ingénieur. Et rien ne nous échappe. Sachez, mesdames et messieurs, qu'un calcul très précis révèle que les missions Apollo avaient en réalité 0,0017% de chance de réussite. Et pourtant, elles ont réussi. Vous ne trouvez pas ça étrange de défier autant que ça les probabilités? Si, c'est étrange, hein, on est d'accord. Hein. Et ça, vous avez déjà vu ça? Ça s'appelle les ceintures de Van Allen. Pas comme le guitariste, non, non. Ce sont des ceintures de radiation qui entourent la Terre et qui proviennent des vents solaires. Ce sont des ceintures hautement chargées en énergie, hautement radioactives. Sauf que pour aller sur la Lune, il faut passer au travers. Si les astronautes étaient passés au travers, ils auraient bouffé tellement de radiation qu'ils en seraient morts. Les Japonais, on y pense? Pourquoi les Japonais? Ah bah, il n'y a pas eu des morts, des radiations? Pourquoi il y a des morts, des radiations sur Terre et pourquoi pas dans l'espace? On ne peut pas traverser les ceintures de Van Allen, donc on ne peut pas aller sur la Lune. C'est moi qui vous le dis, vous devez me faire confiance, j'ai un beau chapeau. Bon, toujours en tant qu'ingénieur, j'ai fait mes propres recherches et je suis arrivé à une conclusion. Le LEM, tel qu'il est conçu, ne peut pas atterrir. C'est physiquement impossible. Vous savez pourquoi? La tuyère est là, juste au-dessus du sol. Si ce moteur est allumé alors que le LEM est au sol, il crée une surpression des gaz en dessous du LEM qui le renverse. Et pourtant le LEM, eh ben, il s'est posé sans aucun problème. Alors que, techniquement, il ne devrait pas pouvoir se poser. Mais c'est pas fini. Le LEM, il se pose sans difficulté, mais en plus en silence.
vous avez tous déjà vu cette vidéo, alors je n'ai pas le son, mais je vous montre la vidéo. Vous savez, c'est le moment fatidique où il se pose sur la Lune et la vidéo se lance de nouveau pas, parce que j'ai bien pu foutre. C'est ça. Voilà, cette vidéo, vous la connaissez, le LEM se pose tout en douceur et on entend la voix des astronautes et il règne dans la cabine un calme incroyable. Il y a un moteur fusée qui tourne juste en dessous d'eux. Un truc qui balance un boucan impossible. Et pourtant, dans la cabine, c'est le calme plat. Et ça vous choque pas. Vous n'êtes toujours pas choqué. Toujours pas convaincu. Bon, alors je vais vous montrer autre chose. S'il y a vraiment un moteur là-dessous, pourquoi quand il décolle... Putain, la vidéo se lance pas. Je crois que je suis trop loin du détecteur, ou qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Pourquoi il n'y a pas de flamme en dessous? On voit très bien que c'est levé par une grue et qu'ils ont juste effacé les câbles. Mais ça se voit! Non mais franchement, vous me croyez toujours pas. Ça pour moi, ça c'est la preuve ultime. Ils n'ont même pas été foutus de mettre une flamme sous le moteur du LEM. Bon, alors maintenant que j'avais ma casquette d'ingénieur, que ça vous a toujours pas convaincu, maintenant je vais mettre ma casquette de conspirationniste. Et je vais chercher les preuves directes. Et maintenant, je vais vous montrer l'extrait d'un film. Écoutez bien ce qui se dit. We walked out of the room and President Nixon said, I've decided to do that and I need you to do this job. We're going to do it. It was just amazing. So we were trying to figure out who would do what when. He simply has got to have the person he wants in that job. And it has to be someone who's capable of doing it. And it has to be somebody he knows well. I said, I'd like to talk to one person. And he said, who? C'est Donald Rumsfeld qui, le premier, avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question de construire des décors en si peu de temps. Le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, se termine dans la banlieue de Londres. Pourquoi ne pas profiter des décors encore en place? Rumsfeld est persuadé que Kubrick ne refusera pas. Sous l'administration Kennedy, la Maison-Blanche lui avait accordé une autorisation exceptionnelle pour entrer dans les lieux stratégiques du Pentagone pendant la préparation du film Dr. Folamour. Kubrick leur doit bien cela. Ah ah! Et regardez, c'est diffusé sur Arte. C'est une chaîne sérieuse, Arte. Eh, on se fout pas de votre gueule, là? Et si ça ne vous a toujours pas convaincu, eh ben regardez ça. Vous les voyez là, les décors? Ça, c'est la preuve ultime que les missions Apollo ne sont jamais allées sur la Lune. Ça a été tourné dans un hangar, dans un décor factice, et sur les photos. Ouais, encore que là, dans la salle, je crois qu'on voit rien, en fait. Vous les voyez, les structures autour du LEM? Hein, voilà. Donc vous êtes convaincus maintenant? Non? 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 Bon, ben, bon. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être arrêter là 2 minutes. Hein. Quelqu'un veut un beau chapeau de conspirationniste? Il va jamais voler jusque-là, c'est de la lune. Voilà, parfait. Bon. Alors, bien entendu, on va arrêter les conneries 2 minutes, mais bien entendu aussi, ces arguments, ceux qui connaissent le délire du complot Apollo, vous les avez déjà entendus pour la plupart. Alors évidemment, les arguments que je viens de vous donner là, ça n'est pas une liste exhaustive des arguments des conspirationnistes qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de liste exhaustive, parce que plus vous démontez d'arguments conspirationnistes, plus ils en inventent de nouveaux, qu'ils n'avaient même pas avant, mais il faut bien s'en tenir à ces croyances, quoi. Donc, si vous voulez bien, on va repasser un petit peu en revue ce que je vous ai dit, parce que ce sont des arguments que vous allez encore entendre, et si vous les entendez, notamment des proches, vous savez, dîner de famille, ne pas aller sur la Lune, bon, vous aurez quelques arguments pour démonter ces croyances. Et donc, si ça, oui, le problème des souris à courte portée, c'est que c'est à courte portée. Ça y va? Oui, non? Oui. Donc, repassons juste un petit peu sur les photos. Donc, effectivement, ces photos sont très belles, et ce sont de vraies photos qui n'ont pas été bidouillées, qui n'ont pas été spécialement bien cadrées ou quoi, quoique parfois elles ont été recadrées. Hein, de temps en temps, c'était un peu de travers ou quoi, et puis bon, bah, pour la publication dans la presse, on les a un petit peu arrangées dans ce sens-là. Cependant, certes, ces photos sont belles, mais pourquoi elles sont belles? C'est parce que c'est celles qu'on a diffusées dans la presse, évidemment, pour parler des voyages lunaires, mais sachez que durant l'intégralité des missions Apollo, près de 20 000 photos ont été faites.
20 000. Et j'aime autant vous dire que sur les 20 000, il y a quelques trucs un peu pourris. J'ai fait une recherche extrêmement rapide, simplement sur les rouleaux de péloche d'Apollo 11. J'ai même pas pris la peine de regarder les autres. Et rien que pour Apollo 11, on trouve ce genre de choses. Ça, c'est la fin du rouleau, hein, avec les bandes de couleurs, parce qu'il y a des lumières parasites qui rentrent. Là, il y a un beau lens flare tout pourri. Les deux photos du haut, ce sont des déclenchements intempestifs. Il n'a pas voulu faire la photo, il a fait la photo. C'est le genre de photo qu'on est susceptible de faire avec son téléphone. Vous savez, quand on le sort de la poche, voilà. Bah, sur la Lune, il y avait ça aussi. Et vous pouvez trouver énormément de photos ratées des missions Apollo sur le site que je vous ai mis là-haut. Sur ce site, vous pouvez trouver l'intégralité des copies, des photos qui ont été faites pendant les missions Apollo, et vous verrez que des trucs flous, il y en a un sacré paquet. Donc les photos ne sont absolument pas parfaites. Dans le lot, encore heureux, il y en a quelques-unes qui sont chouettes. Mais elles sont loin d'être toutes parfaites. Ensuite, le film accéléré, ça c'est un argument que vous aurez aussi souvent. J'ai pris cet extrait, mais vous en verrez d'autres. Alors, on va faire des maths très rapides. Donc, la gravité sur la Lune est 6 fois moindre par rapport à sur Terre. Racine de 6, ça fait à peu près 2,4. Donc, si je prends n'importe quelle vidéo qui a été faite en gravité lunaire et que je l'accélère 2,4 fois, normalement, on va marcher normalement. Normalement, on va marcher normalement. Bon, ok. Donc, en soi, ça n'est pas vraiment un argument. Parce que c'est ce qu'on s'attend à voir. Par contre, il y a des phénomènes qu'on s'attend à voir uniquement en faible gravité. Et ça, c'est Armstrong, au moment où il quitte le module lunaire. Et au moment où il quitte le module lunaire, il essaye quand même de remonter sur l'échelle pour voir comment ça se présente. Et en essayant de remonter à l'échelle, il fait ça. C'est quand même un beau bond. Hein. Il faut juste savoir que, bon, Armstrong, c'est déjà un bon gaillard. Il porte en plus sa combinaison EVA sur le dos, et le tout fait un petit 150 kg. Vous arrivez à sauter comme ça avec 150 kg Vous êtes balèze, hein. Et ça, c'est difficile de dire que ça a été fait en studio. Ou du moins beaucoup plus difficile. Alors, bon, je vais y arriver. Ensuite, on a un argument qui revient très souvent encore chez les apprentis photographes, c'est le coût des réticules cramés. Ça, c'est quelque chose que vous voyez par exemple dans les documentaires conspirationnistes qui revient assez régulièrement. Le problème de ces photos, c'est que ce sont des copies extrêmement dégradées. Et je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à compresser une image 12 000 fois à partir d'une image qui est déjà pas très propre au départ, ça devient vite dégueulasse. Et il se trouve que sur les photos originales, les réticules sont tellement fins qu'ils ont vite fait d'être absorbés par la compression. Et si je vous donne les images originales en haute définition, et là les réticules on les voit. Et encore, vous voyez c'est con, mais moi sur mon image en Full HD, je les vois parfaitement bien. Et là l'écran diffuse seulement en 1024 par 768 pixels, et sur cette image-là, on le distingue déjà plus. Alors que vous pouvez me croire, il y est, à la limite, s'il y en a qui ne me croient pas, je vous le montre tout à l'heure sur l'ordinateur, et là, de ce côté-là, on voit pas. Et c'est, en fait, ce phénomène, c'est, comment je vais expliquer ça? On peut quand même constater que le réticule est plus large du côté sombre, là où on voit juste la surface lunaire, et plus fin sur le... je ne sais même pas ce que c'est, certains trucs. Ce sont des photos argentiques, donc je vous le redis, et il y a un phénomène en photo argentique, quand vous avez une image qui est très éclairée à un endroit et très sombre à l'autre, vous pouvez avoir les sels d'argent qui bavent un peu, et qui se superposent à ceux qui n'ont pas réagi, et donc ceux qui restent noirs. Et donc vous avez les blancs qui prennent un petit peu plus de place sur la photo. Donc si vous avez un trait noir tout fin, il devient d'autant plus fin, vous rajoutez un peu de compression, et je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, mais normalement sur cette image on le voit aussi. Encore une fois, si vous ne me croient pas, je vous le montre après, c'est un peu con. Bon. Passons à la suite, l'ombre de l'astronaute. Ça aussi c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. On nous dit souvent qu'il y a une seule source de lumière sur la Lune, le Soleil, mais c'est absolument pas vrai. Il y a une autre source de lumière sur la Lune, c'est la Lune. Regardez la surface lunaire comme elle est claire. Alors en vrai, la surface de la Lune, c'est un gris moyen, mais un gris moyen, ça réverbère la lumière. Et si vous vous tenez dans une pièce où la lumière vient uniquement on va dire, je suis dans une pièce, j'ai la lumière qui vient uniquement de la fenêtre à côté de moi, et j'ai un mur blanc à côté. Si je me mets près du mur blanc, ce côté de mon visage, il va être éclairé aussi. Parce que la lumière qui vient de la fenêtre va rebondir sur le mur blanc et m'éclairer. C'est exactement ce qui se passe là. En fait, il y a toute la surface de la Lune qui éclaire Aldrin,
Enfin, je crois que c'est... Là, je dis peut-être une connerie. C'est peut-être pas Aldrin, je sais plus de quelle mission Apollo elle vient cette photo, mais bon, peu importe. En photo et en vidéo, on a ce qu'on appelle des réflecteurs. Ce sont des grands panneaux blancs ou de couleur en fonction de ce que vous voulez renvoyer comme lumière et qui servent à réverbérer la lumière et à vous éclairer là où normalement vous êtes sombre. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent en photo ou au cinéma. Et c'est aussi quelque chose de parfaitement naturel. Ensuite, les perspectives. Eh ben, c'est sûr que si je vous présente ça sous un angle conspirationniste, bon, on se dit c'est pas normal. Mais est-ce que vous êtes sûr que les ombres doivent vraiment être parallèles? Déjà, je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est une maquette qui a été faite par les Mythbusters. Donc, ils ont reproduit la photo juste pour voir ce que ça donnait. Ils ont mis un spot au loin à gauche de l'image. Et déjà, là, on voit que les ombres ne sont pas parallèles. Alors, on serait susceptible de dire, ouais, mais bon, aussi, le spot, il n'est pas aussi loin que le soleil, etc. Et sur cette photo-là, regardez les poteaux, leurs ombres. Et là, c'est le soleil. En plus, copyright pour cette photo, je l'ai piqué à Vincent dans une de ses vidéos où il expliquait justement ce phénomène, parce que pour moi, elle était bien représentative. Vous ferez l'expérience la prochaine fois qu'il y a du soleil, que vous serez dans la rue, vous observez les bits dans la rue, les poteaux, tous ces trucs-là, et vous verrez que les ombres ne sont pas du tout parallèles. 8 bits, c'est vraiment un mot. C'est les trucs là, le long de la route, ça s'appelle des bits. Vous vous coucherez moins bête. Bon. Ensuite, l'élément suivant qu'on retrouve aussi assez souvent encore aujourd'hui dans les conspirations ISS, et tous ces trucs-là, c'est l'absence d'étoiles dans le ciel. C'est normal qu'on ne voit pas d'étoiles. Il fait jour. C'est aussi con que ça. Le soleil est dans le ciel. Si vous observez les étoiles la nuit, vous vous rendez compte que pour voir les étoiles, vous devez déjà bien vous accoutumer à l'obscurité. Et si vous n'allumez ne serait-ce que l'écran de votre téléphone, ou que vous vous foutez un flash dans la tronche, etc., il vous faut de nouveau 5-10 minutes pour vraiment vous habituer à l'obscurité et revoir les étoiles. Et là c'est pareil, sauf que vous avez le soleil dans la tronche. Vous avez le soleil dans la tronche, donc vous êtes tellement ébloui que la lumière ténue des étoiles, vous ne la voyez pas. Et l'appareil photo, qui a une plage dynamique encore moindre par rapport à celle de l'œil humain, il va les voir encore moins. La plage dynamique, c'est la capacité de lumière qu'il est capable de capter avant de dire c'est tout noir ou c'est tout blanc. L'œil humain est capable d'une plage dynamique relativement grande. Il n'est pas capable de voir les étoiles, les astronautes le disent eux-mêmes, ils ne voient pas les étoiles le jour. Mais un appareil photo, ce qui est encore acceptable pour l'œil humain, lui dit déjà c'est tout blanc, et là où l'œil humain distingue encore des détails, il dit c'est tout noir. Aujourd'hui, de moins en moins, on a des appareils de plus en plus performants, mais là je vous rappelle quand même que c'est des photos qui ont 50 ans. Voilà. Donc si on dit qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, oui, normal, il fait jour. Et j'ai même envie de vous dire, de manière encore plus conne, la nuit, mettez-vous sous un lampadaire et essayez d'observer les étoiles. Ou simplement observez la pleine lune et regardez si vous êtes capable de voir des étoiles dans son environnement proche, dans sa grande proximité. Ah, je vais y arriver. À proximité de la lune, regardez si vous voyez des étoiles. Spoiler alerte, vous n'en verrez pas. Éventuellement, s'il y a une planète juste à côté ou un truc comme ça, vous pourrez éventuellement distinguer quelque chose, mais sinon, vous ne verrez rien. Ça, c'est aussi quelque chose qui pose problème à pas mal de conspirationnistes et pas mal de gens qui aimeraient bien pouvoir l'expliquer, mais en fait, il faut bien vous dire que sur la Lune, l'environnement n'est pas du tout le même qu'ici. On s'attend à voir des choses, on en voit d'autres. Et un truc qui a perturbé même les astronautes des missions Apollo, c'est l'occlusion atmosphérique. Quand vous êtes sur Terre, plus un objet est loin, plus il vous paraît bleu. La prochaine fois que vous regarderez la ligne des Alpes ou ce genre de choses, non, les Alpes ici c'est un peu loin, c'est vrai, j'étais à Lyon ce matin, les Pyrénées, ou non, les Pyrénées c'est loin aussi. La prochaine fois que vous verrez des montagnes, vous vous rendrez compte que plus elles sont loin, plus elles tirent vers le bleu. Et ça c'est vrai aussi avec des objets qui sont moins lointains, quelque chose qui a seulement 1 ou 2 km de distance. Et mine de rien, c'est quelque chose qui nous permet d'apprécier les distances. Et sur la Lune, les mecs ils se sont retrouvés à plusieurs reprises. Ah, t'as vu le caillou là-bas? Et si on s'approchait, faire un échantillon, et puis après une longue marche, ils se rendent compte que le caillou, en fait, c'est de haut comme un immeuble. Parce que comme il n'y a pas cette occlusion atmosphérique, les objets lointains comme proches paraissent tous un peu à la même distance. Et là, la colline qui fait 10 mètres, là, en fait, c'est pas du tout une colline qui fait 10 mètres, c'est une montagne. Seulement, comme il n'y a aucune occlusion atmosphérique, elle paraît être juste derrière le LEM. Sauf que si j'ai le LEM devant moi, que je fais une photo, que la montagne est derrière, puis
que je contourne le LEM, je l'ai dans mon dos et je refais une photo de la montagne, elle est quasiment toujours à la même distance, elle se présente quasiment toujours de la même manière. Et c'est aussi con que ça. Et c'est une expérience que vous pouvez totalement faire sur Terre, si vous êtes dans un endroit un peu dégagé, typiquement, je sais pas moi, une culture, n'importe quoi, un champ. Vous garez une bagnole. Alors, si vous garez une bagnole dans un champ, l'agriculteur risque de ne pas être content, mais faites l'expérience de penser, on va dire, vous garez une bagnole dans un champ, vous faites une photo, il y a un arrière-plan, vous vous déplacez de l'autre côté de la voiture, vous faites la photo, il y a le même champ, il y a le même arrière-plan, mais la voiture n'est plus là. Ben voilà. Alors, ensuite, je suis pas allé trop vite, ça va. Cette photo, alors, c'est un truc que Jacques Grimaud avait sorti. Qui ne connaît pas Jacques Grimaud? Vous ne ratez rien. Ce monsieur est un conspirationniste, je dirais même un gros conspirationniste. Et il a sorti cet argument de dire qu'il y a 3 personnes sur cette photo parce qu'on voit Armstrong, Aldrin et l'ombre de celui qui prend la photo. Alors déjà, ça c'est pas Armstrong. Ouais, c'est écrit là. Ça c'est Aldrin. Les photos d'Apollo 11, il n'y a pas de photo d'Armstrong. Armstrong c'est celui qui avait l'appareil photo. Donc c'est que des photos d'Aldrin quand même. Mais bon, ça c'est aussi pour la petite histoire. Si vous regardez la réflexion dans le viseur, enfin dans le... Comment ça s'appelle la visière, voilà, j'étais pas loin. Bon. On a certes Armstrong qui le prend en photo en réflexion, mais l'ombre qu'on voit, c'est bêtement l'ombre d'Aldrin, tout simplement. Je prends la photo originale, donc déjà vous voyez le cadre, hein, vous voyez l'horizon qui penche et tout, au revoir les photos parfaites. En fait, c'est son ombre qui se reflète dans sa visière, tout simplement. Et on voit Armstrong en petit à côté du LEM qui le prend en photo. Tout simplement. Mais si je vous le dis suffisamment vite pour vous embrouiller l'esprit, eh ben vous êtes susceptible de me croire. Surtout si vous me faites confiance. Bon, là vous saviez que j'allais vous prendre pour des cons, hein, mais si jamais c'est quelqu'un de confiance qui dit ça à quelqu'un qui ne prend pas le temps d'y réfléchir, je suis susceptible d'y croire. Et le fait est que c'est un argument qu'on m'a sorti à plusieurs reprises. Après, il y a aussi une version photoshopée de cette photo où on les voit avec des projos et tout, mais bon, photoshopé à la truelle, ça se voit que c'est des conneries. Ensuite, on a la question des traces de pas. Alors ça aussi, c'est pas forcément instinctif. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que la surface de la Lune, ça ressemble pas vraiment à du sable, ça ressemble plutôt à de la cendre très fine. Au Soleil, dans l'espace, il fait quelque chose comme 150 degrés, et à l'ombre, il fait quelque chose comme moins 150 degrés. Ça peut vite vous faire des deltas de température de 300 degrés. Et une roche, quand vous la soumettez à des écarts de température comme ça, bah, elle casse, elle explose. Alors, pas elle explose, hein, on n'est pas dans un film de Michael Bay, mais la roche se détériore relativement vite. Et quand elle ne peut plus se détériorer, qu'est-ce qui reste à la fin de la poussière? Et donc à la surface de la Lune, il y a une poussière très fine qui a d'ailleurs posé problème aux astronautes parce qu'elle se foutait partout, c'était impossible de s'en débarrasser, et en plus elle était assez irritante. Bref, quand il marchait sur la Lune, c'est un peu comme s'il marchait dans de la cendre. Et donc effectivement, ce genre de traces, on s'attendrait à les voir dans du sable mouillé, mais on s'attendrait aussi à les voir dans la cendre. Ça me fait penser, c'est un argument que je ne vous ai pas mis dans la présentation, mais on m'a une fois soumis un argument massu, on m'a montré la photo de l'équipement des sorties extravéhiculaires, et on me dit « Ah, regarde, sur cette photo, on voit le dessous des bottes, et le motif, c'est pas ça. » Et si jamais on vous dit ça, vous regarderez bien la photo, parce qu'on voit effectivement la combi, les bottes, et à côté, il y a les surbottes. Je sais plus si... Bah, si non, on les voit pas bien. Est-ce qu'il y a une photo? Bon, tant pis, on verra après si on voit sur une photo. Ils portaient pas seulement les combis, ils avaient des bottes par-dessus, et ce sont ces bottes qui font ces traces-là. Et dans Conspirationniste, il y a con, parce que le mec qui dit ça, il montre cette photo, et il y a les surbottes qui sont juste à côté, avec les bons motifs sous les semelles. C'est bon, on ne peut pas tous avoir inventé la poudre. Hein. Ensuite, toujours en parlant de poussière, ça aussi c'est quelque chose qui revient régulièrement. On est sur la Lune, il n'y a pas d'air. Donc la poussière, elle ne fait pas de nuages, comme sur Terre. Si la poussière fait des nuages sur Terre, c'est parce qu'elle est en suspension dans l'air. Ça, sur la Lune, ça n'arrive pas. Vous prenez un grain de poussière, vous le lâchez sur Terre, il va s'envoler, sur la Lune, il tombe direct. Donc quand le LEM s'approche, il repousse la poussière, il ne crée pas de nuages de fumée susceptibles de lui tomber dessus, et dès que le moteur est coupé, la poussière retombe en même temps que le LEM,
D'ailleurs, alors je dis peut-être une connerie, c'est pas mon point suivant, non, c'est un point après, mais bon, le LEM ne se pose pas moteur allumé sur la Lune, on va en reparler. Donc, comme il tombe en même temps que la poussière, elle n'a aucune raison de se déposer sur les pieds. Parce qu'elle tombe à la même vitesse que le LEM, il n'y a pas d'air. Ça, c'est oui, donc la fameuse photo du cratère. Alors, pourquoi est-ce qu'un moteur devrait forcément faire un cratère? Le moteur là avait juste la puissance pour soulever le LEM, sachant qu'on est sur une gravité 6 fois moindre par rapport à la Terre. Si je prends par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui est susceptible de soulever des trucs, un hélicoptère, voilà. Un hélicoptère il fait un cratère quand il se pose Pas trop, hein. Il n'y a pas vraiment plus de raison qu'un moteur comme ça en face. Alors si on regarde bien, on peut voir des stries à gauche de l'image, on voit que le sol a bien été soufflé, mais bon, s'il y a 10 cm de poussière à la surface du sol, la poussière est soufflée, et après, en dessous, il y a la roche, la régolithe, et il n'y a pas de raison que la roche soit soufflée et fasse un cratère. Alors, il faut que tu parles plus fort, parce que je n'entends pas bien ce que tu dis. Ah bah ouais, si à chaque fois ça fait un cratère sur le pas de tir, on n'est pas sorti. Hein. C'est un peu la même chose, mais voilà, c'est un argument qui ressort assez régulièrement. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, alors le drapeau. Le drapeau qui flotte. Alors quand on est conspirationniste, voir une soucoupe volante dans une bouillie de pixels, là on est chaud. Par contre, pour rater la barre, il faut vraiment avoir un tronc d'arbre dans l'œil. Alors ensuite, il y a un autre argument, si on dit oui, mais le drapeau, regarde, il est plissé, donc c'est qu'il flotte au vent. Non, c'est du tissu, il est froissé. En plus, c'est du tissu qui était un petit peu renforcé avec... à quoi je pourrais le comparer, ce tissu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses. C'est un tissu avec un maillage en fer dedans, un peu, enfin en fer, en acier, enfin je ne sais pas, il y a des fils de fer dedans, ce qui le rigidifie un peu. Et donc il a un aspect un petit peu froissé. Alors, il y a un truc qu'on fait assez souvent, c'est de comparer différentes photos et on voit que le drapeau, il n'a pas changé de forme. À ça, on répond des fois, oui, mais Photoshop... Bon, alors, moi, ce que j'ai fait, je vous ai pris la vidéo de quand il plante le drapeau. Non. Non plus. Mais... On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Bon, c'est en accéléré, bien évidemment, donc ils plantent le drapeau. Et ils vont faire des trucs un peu partout autour, et vous voyez que le drapeau, il ne bouge pas, il garde la même forme, c'est-à-dire qu'il est froissé, mais il n'a pas vraiment de raison de changer de forme. Je crois que c'est Armstrong qui faisait des tours, là, comme ça on continue. Voilà. Et le drapeau, il ne bouge pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait mis? Les ceintures de Van Allen. Ah, les ceintures de Van Allen. Déjà, ce n'est pas des ceintures radioactives. Hein. Ça, c'est pas vrai. Certes, le vent solaire est un petit peu chargé. Hein, c'est ce qu'on va appeler quand même des particules un peu ionisantes. Hein, on ne va pas se mentir, mais dans la radioactivité, on compte 3 rayonnements principaux, alpha, bêta et gamma. Les rayons gamma, c'est ceux qu'on craint le plus parce qu'il faut quand même un mur de plomb pour s'en protéger, mais là, on n'est pas trop concerné. Là, on est plus concerné par les rayonnements alpha et bêta, c'est-à-dire des protons et des électrons. Autant dire que les protons et les électrons, ça s'arrête avec la carlingue du vaisseau. Mais surtout, argument principal, ils n'ont pas traversé les ceintures de Van Allen. C'est comme leur nom l'indique, des ceintures et pas des sphères. Et la trajectoire du vaisseau Apollo, voilà, ça ressemble plus à ça. Ils sont passés au-dessus des ceintures, pareil pour le retour. Et aussi dangereuses que pouvaient être ces ceintures, ils ne sont pas passés au travers, tout simplement. Alors, ils ont certes bouffé quelques rayonnements par-ci par-là, ils portaient des dosimètres, et leurs dosimètres, à leur retour, nous ont montré qu'ils ont pris l'équivalent de 2 ans de radiation naturelle sur Terre. Vous restez 2 ans sur Terre, vous avez bouffé autant de radiation que eux pendant le voyage lunaire. Moi, je dis, ça va. Donc on a vu le drapeau qui flotte, on a vu... Ah oui, alors, donc je reviens au module lunaire qui n'était pas censé atterrir là. Là, les conspirationnistes ont raison. Le module lunaire se serait renversé si son moteur avait été allumé au moment de l'atterrissage. C'est pour ça qu'il atterrissait moteur éteint.
Et c'est pas du tout une connerie. En fait, sous les pieds du LEM, il y avait des capteurs, des sondes qui devaient détecter la présence du sol. Et quand c'était le cas, quand ils détectaient un contact, ils coupaient le moteur et le LEM tombait d'une hauteur d'à peu près 1 mètre. Justement pour pas atterrir un moteur allumé et prendre le risque de créer une bulle de gaz en dessous et se renverser. Je vais vous repasser cette vidéo, et si vous regardez bien sous les pieds du LEM, est-ce que vous voyez les tiges qui dépassent en dessous? Ça, ce sont les fameuses sondes. Ce sont les sondes qui sont censées détecter le contact avec le sol, et dès que c'est le cas, le moteur est coupé. D'ailleurs, vous voyez aussi les projections de poussière au niveau du sol. Voilà, pas de quoi casser 3 pattes à un connard, hein, pas de quoi faire un cratère. Bon. Donc cette vidéo, pareil, normalement vous l'avez tous déjà vue, c'est l'alunissage, enfin vous savez ce que c'est. Et donc ces fameuses sondes, eh ben, si on regarde les photos des pieds, regardez ce qui se trimballe sur le côté là-bas, je crois que j'ai une autre photo, voilà, ben, la sonde, c'est ça. Voilà. Et dès que ce truc détecte le contact avec le sol, on coupe le moteur et on laisse tomber littéralement le LEM. Ensuite, le moteur silencieux du LEM. Est-ce qu'il y en a qui regardent les Grands Prix de F1? Oui. Vous arrivez à entendre les commentaires des commentateurs qui sont sur place. Vous avez déjà été sur un circuit de F1? Ça fait un boucan du diable. On avait eu le cas aussi, il y a quelques années, c'était quand la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud? 2012 10. Bon, à la limite, on s'en fout, c'est pas pour ça. Vous vous rappelez des vuvuzelas, hein? Vous vous rappelez des matchs de foot où on entendait un espèce de bourdonnement ignoble derrière? Eh ben, les commentateurs n'arrivaient pas à s'en sortir, on les entendait pas. Donc ils ont fait comme pendant les commentaires de F1, ils ont utilisé des micros très particuliers qui se mettent juste devant la bouche pour capter vraiment juste votre voix et pas le bruit ambiant. Et simplement en faisant ça, ben, on s'entend, il n'y a pas de problème. Moi qui ai piloté il y a de ça quelques années des petits coucous d'aéroclub, ça fait un boucan du diable quand on est là-dedans, c'est infernal. C'est très mal isolé. Et pourtant on s'entend, parce qu'on porte un casque et un micro qui est juste devant la bouche. Et on s'entend fort et clair. Et puis bon, n'oublions pas non plus un truc, c'est que le moteur là, c'est pas non plus un moteur F1, mais quand je dis F1, c'est le moteur du premier étage de la Saturn V, hein. Là, on est sur un moteur qui est beaucoup plus petit. On est aussi dans un environnement où il n'y a pas d'air. Donc certes, il peut transmettre des vibrations au travers de la carlingue, mais globalement, le son ne va pas venir de l'extérieur. Donc le fait que le LEM soit globalement silencieux, alors déjà il ne le mettait pas, ça bourdonnait dedans, mais le fait que le son soit clair, bah, il n'y a rien d'étonnant si on compare avec ce qu'on fait ailleurs. Mais pourquoi ça devrait être particulièrement une preuve dans le cas des missions Apollo? Ça c'est un truc que moi personnellement j'ai toujours pas compris. Ensuite, le dernier argument, celui-là je l'aime beaucoup, c'est le coup de la flamme du LEM. Donc je repasse la vidéo. Ah, il n'y a pas de flamme en dessous, conspiration, machin. Alors déjà, juste dans cette phase-là du vol, le moteur est éteint, ils font une première impulsion au niveau du sol et après ils le rallument. Et alors, voilà, bah là on le voit, le moteur qui se rallume. Mais globalement, des moteurs qui ne font pas de flamme, je ne vois pas où est le problème. Vous les voyez, vous, les flammes, hein? Elles sont transparentes, les tuyères. Hein. Alors bon, en dessous, je veux bien, il y a 3 disques de Mach, et ça c'est un phénomène atmosphérique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça c'est la navette spatiale au décollage. Et là, vous voyez les boosters sur le côté, et eux ils font des belles flammes bien vénères. Ça c'est dû au type de carburant. Le carburant de la navette, enfin des moteurs principaux de la navette, ce sont des ergols liquides, et ça rejette absolument que du gaz. Donc ça nous fait une flamme, je vais peut-être essayer de vous le repasser si j'y arrive. Ça fait des flammes totalement transparentes, et puis encore une fois, le disque de Mach, les 3 trucs qu'on voit en dessous, c'est un phénomène qui est totalement à part et qui n'arrive que dans l'atmosphère. Par contre, les boosters, ce sont des boosters à poudre, et les boosters à poudre, ils rejettent plein de particules incandescentes, et les particules incandescentes, ça brille, et donc ça fait des belles flammes bien jaunes. Et rien qu'avec ce détail-là, vous pouvez d'une certaine manière dire comme... Qu'est-ce qu'on entend? Bon, vous pouvez dire avec ce simple détail, au moins en partie, ce qu'on a comme carburant dans le moteur en question. Et donc bah, vous voyez, un moteur qui fait des flammes transparentes. Si les énormes moteurs de la navette spatiale font des flammes transparentes, je crois qu'on peut pardonner au LEM de ne pas trop montrer la sienne. Et puis ça, bah, bien entendu, c'est simplement les entraînements des astronautes, mais ça aussi c'est quelque chose qu'on en voit régulièrement.
Les mecs, ils n'ont pas débarqué sur la Lune en touriste. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, évidemment, ils se sont entraînés pour chaque phase du vol, jusqu'au moindre petit détail, parce qu'il ne fallait pas se retrouver là-haut, pas pouvoir faire un truc. Donc, bien entendu, ils ont dû s'entraîner lourdement. C'est comme, on nous sort aussi régulièrement. Hein, Thomas Pesquet, regarde, il est dans une piscine, c'est que c'est filmé, c'est que c'est pas vrai, machin. Les mecs, il faut bien qu'ils s'entraînent. Hein. Alors ensuite, il y a un argument qui revient aussi très souvent, c'est celui-ci. Alors maintenant, je vais vous repasser la vidéo de Nixon et je vais vous demander de prêter une grande attention à ce qui se dit et de qui dit quoi surtout. La première voix, c'est son secrétaire d'État, j'ai oublié le nom, ils le disent dans la vidéo. Écoutez bien ce qu'il dit et écoutez s'il y a un moment il dit clairement qui parle d'Apollo. Écoutez. We walked out of the room, and President Nixon said, I've decided to do that, and I need you to do this job. We're going to do it. It was just amazing. So we were trying to figure out who would do what when. He simply has got to have the person he wants in that job. And it has to be someone who's capable of doing it. And it has to be somebody he knows well. I said, I'd like to talk to one person. And he said, who? C'est Donald Rumsfeld qui le premier avance le nom de Stanley Kubrick. Il faut que ce film soit parfait, mais il est hors de question. Bon, ok, on zappe la fin, c'est pas important. Vous remarquez qu'en fait, les témoins, ils disent rien de compromettant. Hein. Il a dit, Nixon a dit, il faut prendre ce gars-là. On ne sait pas de qui il parle. Et c'est la voix off après qui dit qu'il parle de Kubrick. Ça, c'est un documentaire qui s'appelle Opération Lune, qui a été fait par William Carell en 2002, et c'était un poisson d'avril sur Arte. Un poisson d'avril. Et les conspirationnistes utilisent régulièrement ça comme argument. Et là, je vous laisse la citation de William Carell, qui dit « L'idée était de détourner des entretiens et nous n'avons mis aucun des témoins dans la confidence, ni les gens de la NASA, ni Aldrin, ni la femme de Kubrick, ni le frère de celle-ci. En détournant leur témoignage, il suffisait d'avoir un faux témoin, en l'occurrence la secrétaire de Nixon, pour faire le lien et rendre l'histoire crédible. » Dans ce film, que je vous incite quand même à voir, parce que c'est un bon moyen de voir comment on peut détourner un témoignage. Ils ont pris un faux témoin, ils ont fabriqué un témoin de toutes pièces, la secrétaire de Nixon qui dit « Ah, on n'est pas vraiment allé sur la Lune, c'est Nixon qui voulait qu'on fasse comme ça. » Et après, ils ont pris des vrais témoins, des vrais acteurs du programme Apollo, et ils les ont fait discuter de tout et de rien, mais par la magie du montage, ils ont assemblé tout ça pour les faire dire qu'on n'est pas allé sur la Lune. Mais si vous regardez ce film, vous vous rendrez compte que les vrais acteurs du programme Apollo, les vrais témoins, à aucun moment ne disent clairement qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. C'est juste des morceaux de témoignages mis bout à bout pour les faire coller. Et ça c'est régulièrement repris par les conspirationnistes comme étant une preuve indiscutable que, mon Dieu, on n'est pas allé sur la Lune. Après, dans les preuves qu'on a vraiment, bon, c'est pas forcément des trucs qu'on peut, je vais aller trop vite, dans les trucs qu'on a vraiment, mais que vous pouvez pas forcément vérifier au quotidien, il y a les roches lunaires. Il y a des fois des gens qui vont vous dire « Ah, comme par hasard, les roches lunaires, on les a plus, elles ont toutes été perdues. » C'est totalement faux. Il y a au moins 50 publications par an dans des revues scientifiques de gens qui ont demandé à faire des analyses sur des roches lunaires, des analyses géologiques, etc. Et c'est des publications que vous pouvez trouver sur Google Scholar. Vous cherchez Lunar Rock ou ce genre de choses et vous trouverez des publications concernant les roches lunaires. Donc les scientifiques ont régulièrement, encore aujourd'hui, accès aux roches lunaires. Après, il y a aussi les arguments logiques. On est en pleine guerre froide. Il y a de l'espionnage partout, etc. Les Américains se disent, bon, on va tromper les Russes, on va pas vraiment aller sur la Lune, on va faire semblant. Déjà, il ne faut pas se faire gauler. Une fois. Et une fois qu'on est allé sur la Lune, qu'on a gagné, on peut dire, bon, on ne s'est pas fait gauler, c'est bien, maintenant on va se faire discret. Non, eux, ils y sont retournés 6 fois derrière. C'est pas très malin si vous ne voulez pas vous faire gauler. Donc rien que là, bon, c'est pas une preuve, mais c'est quand même un argument logique qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Et il y a un argument qui était utilisé par Vled de La Tronche-Andier que j'aimais beaucoup, c'est comment dans un contexte d'espionnage on peut cacher un projet qui implique des centaines de milliers de personnes alors qu'ils ne sont pas foutus de cacher le fait que Clinton il s'est tapé sa stagiaire. Voilà, j'aime bien cet argument. Et avant 2003, il y avait un autre argument conspirationniste qui disait oui, mais on ne peut pas faire de photos directement de la Lune, on n'a pas d'outils optiques suffisamment puissants, donc on n'a pas de preuve de ce qu'il reste sur la Lune. Il devrait rester les rovers lunaires, les drapeaux, les bases d'Hélène. Si seulement on pouvait aller faire des photos de ce qui se passe là-haut. En 2003, les Japonais ont lancé la sonde LRO pour Lunar Reconnaissance Orbiter, et Lunar Reconnaissance Orbiter, elle les voit bien, les trucs qui sont restés à la surface de la Lune.
Mais comme je vous disais, plus on démonte des arguments, plus ils en inventent. Et donc là, ils ont dit, ouais, mais la JAXA, ils sont vachement copains avec la NASA. La JAXA, c'est donc l'agence japonaise. Ils sont vachement copains avec la NASA, donc si ça se trouve, c'est du Photoshop. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ensuite, il y a un autre argument qui pour moi est quand même assez fort. Pareil, c'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir vérifier vous-même personnellement, mais les missions Apollo ont laissé des catadioptres sur la Lune. C'est comme les machins oranges que vous avez sur les roues de vélo. Ça a la particularité de renvoyer la lumière exactement dans la direction où ça l'a reçue. Alors, les catadioptres là sont un petit peu vénères, ils sont un petit peu plus précis que les machins de vélo. Mais concrètement, quand on envoie un laser dessus, il revient. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer avec une très grande précision la distance Terre-Lune, quasiment au millimètre près. Et c'est comme ça aussi qu'on sait qu'elle s'éloigne de pas loin de 2 cm par an. Comment le laser revient s'il n'y a pas de miroir là-haut pour le faire revenir? Il faut bien que quelqu'un ait laissé ce miroir là-haut. Moi je dis ça. Bon. Alors si j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que bon, vous me connaissez, j'essaye au moins de parler d'astronomie sur ma chaîne, mais si j'en parle pas plus que je ne le fais, c'est parce que dès que je parle d'astronomie, les gens viennent m'expliquer que ce que je dis, c'est des gros mensonges, et à chaque fois que je parle de la Lune, j'ai droit au complot lunaire, à chaque fois que je parle d'orbite, de trucs comme ça, j'ai droit à la Terre plate, enfin, donc à un moment, je me sens obligé de répondre. Ça aussi, je l'ai piqué à Vincent, si ça veut bien, voilà. Il y a aux États-Unis à peu près une personne sur 20 qui est absolument convaincue qu'on n'est pas allé sur la Lune, et moi-même, régulièrement, quand je discute avec des gens, on me dit « Non mais, tu crois pas vraiment qu'ils sont allés sur la Lune ?» Non mais j'y crois pas, je sais. Et seulement, si on n'a aucune culture dans le domaine, ce qui n'est absolument pas un reproche, hein, on peut ne pas s'intéresser à ça, mais que quelqu'un vient vous dire que non, non, on n'est pas allé sur la Lune avec les arguments que je vous ai présentés, eh ben, si on ne s'intéresse pas plus que ça à la question, on est tout à fait susceptible d'y croire. Et je ne peux pas reprocher ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, de croire à ce genre de choses. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des gens qui aient besoin de partager ce genre de conneries. Maintenant, on va voir un petit peu pourquoi les gens ont besoin de croire à ce genre de choses. J'en ai déjà parlé dans une très vieille vidéo sur la chaîne, mais pour moi, ça se résume à quelques éléments. Quelle heure est-il? Si on a encore un petit peu de temps, mais je vais essayer de faire vite. Pour moi, les gens qui croient à ce genre de choses, déjà, ils ont envie d'y croire. Ils veulent y croire. Ils ne cherchent pas la vérité, ça c'est un gros problème, et c'est quelque chose, c'est un problème auquel il faut faire attention tous les jours. C'est ce qui s'appelle le biais de confirmation. Si vous avez devant vous des faits, et que vous vous dites, voici les faits, quelle conclusion je peux en tirer, vous êtes dans la bonne logique. Le problème d'un conspirationniste, c'est qu'il dit, voici ma conclusion, quel fait puis-je trouver pour l'étayer? Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez prendre tous les faits qui vous arrangent, et ceux qui ne vous arrangent pas, vous allez juste faire comme si vous ne les aviez pas vus. Le problème, c'est que vous pouvez arriver à n'importe quelle conclusion par ce système-là. Ensuite, j'ai l'impression que pour certaines personnes, le monde est juste ennuyeux. Il faut des complots, il faut des trucs comme ça. Le monde est un peu tristouné. Mais bon, si jamais son voisin est un espion ou son collègue un Illuminatus, pour ce gars-là, la vie est un petit peu plus intéressante. Et forcément, quand on met des complots à la James Bond avec des Russes, du pognon, des voyages spatiaux, ça vend un peu de rêve. Mais je pense que c'est une très mauvaise manière de voir le monde. Peut-être que le monde n'est pas intéressant dans ce sens-là, mais il peut être intéressant dans des tas d'autres domaines, si on prend la peine d'apprendre un petit peu à le connaître. Ensuite, il y a un problème, c'est l'illusion de la connaissance. C'est ce que j'ai essayé de vous faire au début, de manière un peu caricaturale, mais quand même, c'est ce que je vois dans les commentaires des gens. Par exemple, cette photo, c'est vrai que si on ne connaît pas le concept de réflecteur, à la limite, on pourrait se dire que c'est cohérent de dire tiens, il y a une lumière qui vient sur le côté, etc. Mais pour moi, il y a deux manières d'envisager n'importe quelle situation. Soit de se dire tiens, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est juste que quelque chose m'échappe. Les conspirationnistes, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est il y a quelque chose qui ne cloche pas, mais comme je suis infaillible, comme j'ai forcément raison, c'est la photo qui est truquée et je viens de révéler quelque chose. Mais dans la vie de tous les jours, vous ne faites pas ça. Si vous avez perdu vos clés, vous vous dites juste, l'endroit où je les ai posées m'échappe. Il y a un détail qui m'échappe. Je devais être au téléphone en rentrant, je les ai posées à un endroit pas habituel, ou quelqu'un les a prises, ou je sais pas, et vous ne dites pas tout de suite que c'est une armée de licornes qui est venue vous les voler, quoi.
Parce que vous ne vous dites pas, non, non, je les ai posées là, je suis sûr, je ne peux pas me tromper. Non, si elles ne sont pas là, c'est que quelque chose t'échappe. Eh ben, avec les complots en tout genre, c'est pareil. Par exemple, il y avait le cas du 11 septembre, on dit l'acier fond à telle température, le feu dans les tours n'était pas assez chaud pour faire fondre l'acier, donc comment elles sont tombées? Oui, mais l'acier avant de fondre, il ramollit. Mais si vous ne pensez pas à ce détail-là, c'est pas grave, hein, peut-être là vous y avez pas pensé tout de suite quand je vous l'ai dit, c'est pas grave, mais il faut se dire, peut-être que quelque chose m'échappe, je vais faire des recherches. Et pas tout de suite assumer que vous avez raison et que rien ne vous échappe. Et ça, je pense que c'est un gros problème. Je vais vous dire aussi, je le dis régulièrement dans les commentaires, en général, c'est les plus agressifs, c'est ceux qui affirment avec aplomb que non, j'ai tort, ils en ont la preuve. Et je ne prends même plus la peine de leur répondre parce que ça me ferait passer pour des cons. Des fois, il y en a qui me disent des trucs. Je vais essayer de vous trouver un exemple là à la volée. Récemment, j'en ai un qui m'a dit... non, je n'arriverai plus à vous le citer correctement, c'est pas la peine. Mais le problème, c'est que si vous n'admettez pas vous-même que vous êtes faillible, vous allez tomber dans ce genre de piège. Après, il y a un gros problème aussi, c'est les mythomanes. Ce monsieur s'appelle Bill Kaysing et il est aussi dans un documentaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, on n'a pas marché sur la Lune ou un truc comme ça. Ce monsieur affirme haut et fort qu'il était ingénieur chez Rocketdyne, une des entreprises impliquées dans la conception des véhicules lunaires, et il nous affirme que le 0,0017% que j'ai dit tout à l'heure, c'est lui. Mais il sort ça de son cul, on ne sait pas d'où il a fait ce calcul, c'est sûrement pas la NASA qui l'a fait. Hein. Et ce monsieur affirme donc qu'en tant qu'ingénieur chez Rocketdyne, il est sûr qu'ils n'ont pas pu aller sur la Lune. Ouais, sauf que ce monsieur, il n'était pas ingénieur chez Rocketdyne, il était bibliothécaire. Voilà, et en plus, il a été viré de Rocketdyne, je crois, 3 ans avant qu'il commence à bosser sur la Saturn V ou sur le module lunaire. Donc en fait, il ne savait pas ce qui se passait dans l'entreprise. Il raconte ça parce qu'il veut bien le raconter. Alors après, il y a autre chose, hein. Il y a les mythomanes, il y a aussi ceux qui veulent gagner de l'argent, parce que ça c'est son bouquin. Et évidemment, si vous voulez connaître la grande vérité, il faut acheter le bouquin, et c'est loin d'être le seul. Hashtag crop circle. Bon. Et ça, c'est ceux qui me posent le plus de problèmes, parce que quelqu'un qui est arrivé à ses propres conclusions, même biaisées, et qui se contente de les partager, bon, il le fait de bonne foi. Mais là, on tombe doucement dans l'escroquerie. Et là, ça commence à me poser problème. Si jamais vous êtes confronté à des gens comme ça, il y a une astuce que j'aime bien. Si quelqu'un vous dit « Ah, je suis ingénieur, je suis sûr, on n'a pas pu aller sur la Lune », et j'en vois régulièrement. Alors, des ingénieurs de pacotille sur Internet, il y en a plein sur Internet, de n'importe qui et n'importe quoi. Hein. Alors, pour confondre ce genre d'ingénieurs, vous leur demandez c'est quoi de l'aérosine? Ou c'est quoi de delta V? L'aérosine, c'est le carburant du lait, mais la delta V, c'est la différence de vitesse qu'il y a avant et après une manœuvre. C'est genre niveau 0 pour un ingénieur dans l'aérospatial. S'il n'est pas capable de vous répondre du tac au tac, l'ingénieur, lui faites pas confiance. Ensuite, le dernier élément, et je vais finir là-dessus, c'est que souvent dans les histoires de complot, on a affaire à une certaine forme de fainéantise. C'est-à-dire que les preuves sont là, mais on ne se prend pas la peine d'aller les chercher. Et si je vous ai mis là des photos de l'ISS, ça ce sont des photos amateurs de l'ISS qui sont faites depuis le sol. J'allais dire par vous et moi, pas tout à fait, c'est des vous et moi qui ont déjà un bon télescope et qui savent à peu près s'en servir, mais ça c'est accessible à n'importe qui avec un peu d'entraînement et un beau Dobson. Seulement, combien dans la salle ont déjà fait des photos de l'ISS? Combien dans la salle l'ont déjà regardé au travers d'un télescope? Gueulez un petit peu parce que je ne vous vois pas. Bon, il y en a quelques-uns. Mais parmi ceux qui disent que l'ISS n'existe pas, par exemple, combien ont pris la peine, ne serait-ce que d'aller voir dehors s'il y avait un truc qui passait dans le ciel? Combien ont pris la peine d'aller une fois à une porte ouverte de Club Astro ou à une nuit des étoiles pour regarder vraiment le ciel? Les conspirationnistes, bon, on en croise de plus en plus IRL, mais on en croise quand même beaucoup sur Internet. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sortent jamais vraiment de derrière leur écran, et toute leur vérité, ils les trouvent sur Internet, mais dans la vraie vie, pareil, si on sort un petit peu la nuit, on voit vite à la gueule du ciel que la Terre n'est pas plate.
Mais si on ne le fait pas, si on se contente de rester derrière son ordinateur, on ne peut pas vraiment arriver à ce genre de conclusion par soi-même. Donc ne soyez pas fainéants, cherchez les preuves par vous-même, et sortez, levez les yeux au ciel, tout ça, tout ça. Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, on va faire circuler un micro dans la salle. Par contre, on n'a peut-être pas beaucoup de temps. Roxane, tu vas pouvoir me dire, vu qu'il est 18h, est-ce qu'il y a quelque chose derrière dans la salle où on peut s'attarder un peu? Non, dans la salle, c'est bon. Bon, et ben alors on va peut-être dire 10-15 minutes de questions. Et après, de toute façon, moi je crois que j'ai encore un truc derrière, donc il va falloir que j'arrête. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Est-ce que là-bas, là il y a une question. Ah, il y en a un là. Bon, bah, toi d'abord. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, il y a un truc qui revient souvent, c'est l'image du laine qui vole. Et souvent, on me dit, mais qui a pris la vidéo du laine qui s'envole? Qui déconne. Déjà à l'époque, on savait contrôler des trucs à distance. Pour des mecs qui vont sur la Lune, je vois pas où est la difficulté de mettre une caméra sur un pied automatisé qui fait ça. Tout bêtement, il faut aussi faire jouer un petit peu la logique, dire qu'est-ce qui les empêchait d'avoir un pied qui fait ça. La vidéo, c'est laquelle? Celle que j'ai montrée là, parce qu'en fait, on voit la caméra qui suit le LEM. C'est Apollo 16, non? Oui, je crois. C'est clairement pas Apollo 11. Hein. La vidéo du LEM qui décolle, c'est pas Apollo 11. Hein. On n'a pas cette vidéo là. Apollo 17, c'est la caméra du rover qui filme. D'accord, bah voilà. C'est Apollo 17, c'est la caméra du rover. Merci. Bah vas-y. Moi j'ai une question à propos de la relation de conspirationniste. Est-ce que ça peut pas aussi devenir, comment dire, que notre éducation nationale s'intéresse moins aux sciences, mais plutôt aux autres matières? Je suis désolé, j'ai pas compris. Parle un peu plus fort et bien. Là, je voulais dire parce que moi j'ai un enfant de 6 ans qui, aujourd'hui en sciences, ils apprennent quasiment moins en moins sur l'espace et beaucoup sur les sujets sujets prédéfinis. Est-ce que ça peut pas faire devenir de là que beaucoup ne croient pas à l'astronomie ou à l'espace? Bon, normalement, au primaire, tu fais un peu d'astronomie, mais t'en fais pas beaucoup. Normalement, dans le programme, il y a des basiques du style les phases de la Lune, pourquoi il fait nuit, pourquoi il fait jour. Mais Apollo, c'est pas trop au programme normalement en primaire. Dans mes souvenirs, on n'avait pas Apollo au programme. Ça a peut-être changé depuis. Mais bon, après, de toute façon, pareil, la physique, chimie au primaire, ça reste extrêmement basique. On n'est pas non plus dans du niveau collège-lycée. Là, tout ce que j'ai dit, ça serait plutôt au niveau collège-lycée. Bon, par contre, on notera que pour du niveau collège-lycée, il y a des adultes qui n'arrivent pas à lire Aldrin sur la combi, quoi. Question là-bas. Là, j'ai pas vu où, mais par là. Là, ok. T'as le micro, vas-y. Ton avis sur les fusées réutilisables de SpaceX? Alors ça, c'est un sujet touchy, parce que dès qu'on dit du mal d'Elon Musk, on se prend des tomates pourries. Alors, j'ai juste envie de vous faire une réflexion. Une fusée réutilisable, c'est bien, mais est-ce que vous êtes sûr qu'Elon Musk, il a inventé ça? Parce que la navette spatiale, moi je trouve qu'elle était quand même vachement réutilisable. Alors après, c'est sûr que la fusée qui revient se poser et tout, c'est vachement impressionnant, mais on est quand même sur quelque chose de pas trop réutilisable. Ils les utilisent quoi, 2-3 fois, et puis après c'est fini. La navette spatiale, elle a fait beaucoup plus de vols que ça déjà. Enfin, les navettes, hein, elles ont volé beaucoup plus souvent. Et avec ce système, on peut réduire les coûts, mais on n'est encore pas à du voyage spatial vraiment pas cher. On reste, je crois, dans les prix les plus faibles, à pas loin de 5 000 € le kilo. C'est quand même cher pour des satellites qui font plusieurs tonnes. Donc on n'est clairement pas encore à l'ère du spatial pour tout le monde. Certes, c'est impressionnant, le truc qui se pose tout seul, mais au-delà de la performance technique, il n'y a pas de réelle avancée majeure. Le second étage est toujours perdu, c'est impressionnant, mais des fusées réutilisables, c'est pas nouveau, on va dire. D'autant que la navette spatiale, elle avait une capacité de charge aussi qui était pas dégueu. Okay, là-bas, ok. Mais salut. Je voudrais savoir si, selon toi, est-ce qu'on va aller poser un jour le pied sur Mars? Un jour, mais on en a discuté encore tout à l'heure avec quelques collègues. Il faut bien vous dire que pour qu'on aille sur la Lune, il a fallu un enjeu politique avant tout. C'était pas vraiment les missions lunaires avaient un but scientifique extrêmement secondaire. Le but, c'était de battre les Russes. Il y avait une grosse compétition pendant la guerre froide. Hein. C'est pas comme aujourd'hui
où Trump fout un peu sur la gueule à Kim Jong-un, etc. Il y avait une réelle tension. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont assez vieux pour avoir connu la crise des missiles de Cuba. C'était tendu. Et donc il fallait montrer une réelle supériorité, et le but des missions Apollo, avant tout, c'était ça. Et ben, une fois que le but a été rempli, bon, on a fait quelques missions, histoire de remplir quelques objectifs secondaires, mais après, bon, bah, ok, il y a de la régolite là-haut, c'est cool, on a ramené, et puis bah, terminé, plus vraiment de raison d'y retourner. Mars, c'est un enjeu autrement plus grand que la Lune, avec des défis techniques bien plus importants. Pensez juste à l'ISS. L'ISS, c'est un radeau qui est juste sur le pas de notre porte, la planète Terre, elle est à 400 km de haut, là c'est 380 000 km, l'ISS c'est 400, vous voyez la différence. L'ISS n'est pas autonome, ni en air, ni en eau, ni en bouffe, ni en recyclage des déchets, etc. Il faut régulièrement la réapprovisionner, il faut régulièrement la remettre sur son orbite avec un petit moteur qui permet juste de faire ça, mais pas vraiment de la propulser. Et ce gros machin qui ne permet même pas de survivre sur le long terme a coûté dans les eaux de 150 milliards de dollars. Et avec ça, on ne peut même pas quitter l'orbite basse. Donc imaginez juste le bordel pour concevoir un vaisseau pour aller sur Mars. C'est faisable, hein. Vous mettez quelques ingénieurs qualifiés derrière des planches à dessin, et ils vous le font, le vaisseau. Le problème, il est ailleurs. Et personne ne dégagera les fonds tant qu'il n'y aura pas un réel enjeu. L'enjeu scientifique n'est pas suffisant. Tant qu'il n'y aura pas, c'est mon point de vue, mais tant qu'il n'y aura pas de réelle compétition, comme il y en a eu une pendant la guerre froide, tant qu'il n'y aura pas un enjeu politique, Mars, on continuera d'y envoyer des machins à roulettes. Il y avait quelqu'un déjà qui voulait la suite là-bas, ok. Alors, je voulais avoir ton avis, parce que Vincent en a parlé dans sa dernière vidéo par rapport au retour des Américains sur la Lune d'ici 5 ans, et notamment avec la dernière annonce de Blue Origin la semaine dernière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît faisable? Ça me paraît faisable, mais je vais un peu répondre en normand, parce que il y a tellement d'annonces qui sont faites et tellement d'annonces qui n'ont pas été réalisées derrière, parce que bon, si on les écoutait, on serait déjà sur la Lune depuis 2015, hein, et Mars l'année prochaine, hein, donc, voilà, non, l'année dernière, je sais plus, enfin, et ils l'ont pas fait. Donc pour moi, c'est juste une annonce de plus, donc je veux bien, mais je demande à voir. Et alors du coup, quel intérêt on aurait à repartir, ou en tout cas à renvoyer des hommes sur la Lune? Alors, il y a quelques enjeux scientifiques, hein. On a trouvé de l'eau sur la Lune, on a aussi beaucoup de choses à chercher d'un point de vue géologique pour essayer de comprendre un petit peu mieux les origines de la Terre et de la Lune, parce que vous connaissez l'histoire de Theia. Qui ne connaît pas l'histoire de Theia? Ouais, donc il y en a qui ne savent pas qui est Theia. Theia, c'est un planétoïde qui existait probablement au début du système solaire et qui a percuté la Terre il y a un peu plus de 4 milliards d'années, éjectant une partie de la matière terrestre en orbite, cette matière s'agglomérant et donnant naissance à la Lune. Et aujourd'hui, on a de bonnes raisons de croire que c'est ça qui s'est passé, parce que les simulations montrent déjà, un, que ça marche, et deux, quand on analyse les roches lunaires, on se rend compte qu'elles sont étrangement similaires aux roches terrestres. Donc a priori, elles ont une origine commune. Le problème, c'est qu'on n'en est pas encore 100% sûr, et il y a des tas de zones sur la Lune qui ne se ressemblent pas les unes les autres, et on aimerait bien, enfin les géologues aimeraient bien aller jeter un petit coup d'œil. Et c'est vrai que ça pourrait nous en apprendre dans ce domaine-là. Pareil, il est question aujourd'hui d'un village lunaire. S'installer sur le long terme sur la Lune, ça permettrait d'explorer encore un petit peu plus la colonisation de l'espace. L'ISS, ça sert un peu à ça. Ça sert à faire des missions de longue durée pour voir comment on est capable de survivre en longue durée dans l'espace. La Lune, ça serait encore l'étape suivante. Et Mars, l'étape encore après, etc., etc. Donc il y a des intérêts à retourner sur la Lune. Par contre, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas forcément envie de claquer des milliards et des milliards et des milliards juste pour connaître l'origine de la Terre. Si. Non, mais en fait, je ne vois pas grand-chose. Hein, donc là, d'accord, ok. Salut Arnaud, c'est Ludo. Salut Hugo, c'est Arnaud. On s'écarte un petit peu du sujet. Je profite qu'on est contre nous, savoir si tu pouvais nous dire un petit peu davantage sur le projet H. Est-ce que ça avance? Alors, oui. On va sortir un peu d'ici. Je vais vous en parler un peu, mais je ne vais pas spoiler parce que je sais très bien que sinon ça va fuiter sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que j'ai envie vraiment de vous surprendre au moment où ça sort et j'ai envie dans les commentaires de lire « Oh putain l'enculé ». Voilà. Et si je vous dis ce que c'est, vous risquez d'avoir des attentes qui après ne seront pas trop réalistes. Et ça serait dommage. Alors ce que je peux vous dire, c'est que tout est prêt.
Sauf le truc dont je vous parle déjà depuis... Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment un putain de parcours du combattant. Ce truc, je ne suis absolument pas en mesure de le faire moi-même. Déjà, je suis trop gauche, pas assez bricolo, pas assez... Voilà. Donc il fallait que je trouve quelqu'un pour me le faire, et n'importe qui ne pouvait pas me le faire, parce que c'est quand même un travail très particulier, on va dire. Sans spoiler. Et donc j'ai trouvé, quand j'ai lancé ce projet, c'était début de l'année dernière, je crois, un truc comme ça, j'ai très rapidement trouvé quelqu'un qui pouvait me le faire. Mais pas tout de suite. Il m'a dit, alors écoute, là j'ai beaucoup de boulot, je peux te le faire dans quelques mois. Moi j'étais pas pressé, j'avais tout le reste à faire, je me disais c'est ça. Et plus les mois passaient, moins j'avais de nouvelles, jusqu'au moment où je pouvais essayer de lui téléphoner tous les jours, je tombais tout le temps sur le répondeur, rien, voilà. Le mec a disparu dans la nature, avec mon acompte. Voilà, mais bon, je crois qu'il a fermé sa boîte, voilà. Bon. Et donc je me suis retrouvé dans la merde, et c'est là que j'ai dit, je cherche un maquettiste de Cinoche, parce que un maquettiste de Cinoche avait les compétences nécessaires pour faire ce que je voulais, on va dire. Et là, j'ai trouvé un maquettiste de Cinoche, et là aussi, ce qui s'est passé, il m'a dit, écoute, je suis sur un tournage, là, je ne peux pas t'aider tout de suite, mais on en reparle dans quelques mois. Et ça, c'était en automne dernier. J'ai eu des problèmes personnels qui m'ont empêché de m'en soucier de nouveau trop vite. Je ne vais pas vous le cacher, ma mère a eu un cancer, elle va très bien, mais bon, c'est quelque chose qui préoccupe un peu. Et donc je ne me suis pas trop préoccupé de ça, je m'y suis remis début d'année, et début d'année, bah pareil, il a fallu qu'on se boucle un rendez-vous ensemble et tout, le mec est en Suisse, donc pour moi ça faisait des bornes, c'était compliqué. On a fini par se booker, on a fini par commencer dessus, et là c'est en route maintenant. Ça prend du retard, et je ne peux qu'attendre. Ça avance bien, il m'envoie régulièrement des photos que vous ne verrez pas. Ça avance bien, je suis très content de l'avancement du projet, mais il faut que j'attende. Et là, tout de suite, j'estime le délai à encore un bon mois. Et ensuite, une fois que ce mois est passé, nous on va être en juin, je vais doucement avoir tout un tas de conventions, je vais aller au Chili, je vais machin, donc je ne vais pas pouvoir commencer les tournages avant juillet. En juillet, il faut que je vois si toutes les collabs que j'ai envie d'intégrer peuvent venir pour un tournage. Et du coup, le temps de préparer au moins quelques épisodes et tout, là tout de suite, n'attendez rien avant la rentrée, septembre. Ça me fait chier, vraiment, je vous le cache pas, ça me fait chier que ça prenne autant de temps. Malheureusement, tout ce qu'il y a de mon côté est prêt, et je suis obligé d'attendre là-dessus. C'est extrêmement frustrant, mais j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Mais ça va sortir, parce que je me suis tellement investi là-dedans, ne serait-ce que moi, personnellement, comme ça, j'y ai mis toutes mes tripes. Et puis financièrement aussi, parce que là ça commence à devenir une affaire à pas loin de 35 000 balles. Donc forcément j'ai plus envie d'arrêter, j'ai envie d'aller au bout, ça ira au bout, mais ça m'a appris une leçon, c'est il faut que j'essaie de faire un maximum de choses par moi-même. Ça j'étais obligé de le déléguer, mais je sais que si j'ai des projets à l'avenir, j'essaierai de les arranger pour que je puisse tout faire moi-même et que je ne sois pas obligé de reposer sur des personnes tierces et du coup d'attendre comme ça. Mais c'est extrêmement frustrant pour moi, sûrement même plus que pour vous, mais voilà. Mais je ne vous en dirai malheureusement pas plus, désolé. Plus de questions? Bon. Ouais, d'accord, bon, on fait encore ça ou on arrête? On fait les deux qui ont les micros. Bon, on fait les deux qui ont les micros et après il faut qu'on arrête. Ok, alors allons-y. Tu es où? Là. Là, d'accord. D'après l'équation de Drake, est-ce que vous pensez qu'on puisse rencontrer une autre forme de vie intelligente que nous de notre vivant? T'as regardé les 4 dernières vidéos de la chaîne? Parce que en fait, pour répondre à cette question, il faut au moins 2 heures. Et c'est le sujet des 4 derniers épisodes en fait. Mais pour faire court, non. Mais pour la réponse longue, et vu qu'on n'a plus beaucoup de temps et tout, je t'invite à aller voir les 4 dernières vidéos. C'est pas compliqué, c'est les titres putaclic à base d'extraterrestres. Voilà. Mais non, surtout d'après l'équation de Drake, là c'est mal barré. Du coup, on va finir avec là. Du coup, ton opinion sur ce qu'a dit Jeff Bezos à propos d'utiliser les ressources entre guillemets extraterrestres, c'est-à-dire soit de la Lune, soit d'autre part dans l'univers, enfin, dans la galactique. Les ergols liquides de véhicules du style Ariane 5 ou le module lunaire Blue Moon qu'ils ont dévoilé il n'y a pas longtemps utilisent de l'oxygène et de l'hydrogène. Vous mélangez les deux, ça brûle, ça fait de l'eau. En gros, c'est un moteur à eau, c'est le super moteur à eau des conspirationnistes. Oui, le moteur à eau existe, mais ils ne veulent pas nous le vendre. Bah, c'est un moteur fusée. Bon, bref, donc le moteur à eau existe, c'est celui-là. Si on trouve de la glace sur la Lune,
c'est vachement bien, parce que la glace, si on la fait fondre, ça fait de l'eau. Et si on fait une petite réaction d'hydrolyse pour laquelle il faut juste de l'électricité, qu'on peut obtenir avec une pile à combustible, des panneaux solaires, etc., à partir d'eau, on peut faire de l'oxygène et de l'hydrogène. Et si on mélange les deux, on a un carburant et un comburant. Et en plus, l'oxygène, accessoirement, ça peut aussi servir. Enfin voilà, donc effectivement, là où on peut trouver de l'eau, on peut éventuellement extraire des ressources pour éventuellement alimenter un moteur ou un habitacle en oxygène, ce genre de choses. Maintenant, il faut trouver l'eau en quantité suffisante, il faut la filtrer, il faut la faire fondre. L'hydrolyse, ça consomme beaucoup d'électricité, et souvent l'électricité dans l'espace, c'est quand même un problème, hein, parce que bon, malgré les gros panneaux solaires de l'ISS, ils ont juste ce qu'il leur faut. Donc, oui, c'est faisable, mais il va y avoir un peu de boulot. Et puis surtout, il faut trouver la flotte. Bon, du coup, on va en rester là. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde dans la salle. C'est sympa. Merci beaucoup. Et merci. Alors, normalement, dans mon planning, là, je crois que j'ai l'interview, là. Donc, je vais peut-être pas pouvoir discuter là avec vous tout de suite. Je sais que j'ai un rendez-vous encore derrière. Si jamais j'ai du temps et que vous êtes encore dans les parages, on pourra éventuellement discuter comme ça en off. Mais je vous fais pas de promesses, d'accord? Je vais vous occuper entre-temps. Il y a un Aperospace Art et Espace qui est juste au bar du Carré des Jalles, avec cocktail offert, bien évidemment. Donc vous pouvez attendre un tour de geek le temps qui finisse sur l'entretien, si vous voulez le voir juste après. Et est-ce que tu pourrais me rallumer la salle, s'il te plaît? À la régie? Ouais, voilà, la salle, merci. Et alors, s'il vous plaît, non, attends, ça c'est la photo, je veux la vidéo. Voilà. Donc, vous serez dans le vlog de vendredi. Foutez le bordel! On va voir quand vous allez vous fatiguer. Moi, j'ai le temps. On dirait un congrès du Parti communiste, le premier qui arrête d'applaudir, il va au goulag. Merci les gars. Donc merci à tous, et pour le festival Big Bang, bien évidemment, nous vous invitons pour la suite de la soirée Aperospace dans le bar des Carrés des Jalles, et à 19h, conférence de la Lune, point de départ.